Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié aux défis qui repoussent nos limites et nous font vibrer. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses de l'Himalayan X3, un triathlon extrême d'endurance qui se tiendra au Népal le 10 mai 2025 à plus de 4000 mètres d'altitude. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Barbet, un triathlète amateur qui n'a pas froid aux yeux. Après avoir relié la commune de Belfaux dans le canton de Fribourg à Cassis en France en moins de 24 heures, il s'apprête maintenant à affronter le toit du monde. À ses côtés, Christophe qu'il a rencontré justement lors de ce fameux défi Belfaux-Cassis, mais aussi René, qui vient compléter cette équipe d'accompagnateurs prêts à tout pour soutenir Julien dans la grande aventure himalayenne. Nous allons découvrir comment s'est nouée cette collaboration encore récente, comment chacun se prépare et trouve sa place dans un projet aussi colossal. Au menu, anecdotes, stratégies et un état d'esprit conquérant qui prouve que l'amitié et la passion peuvent naître très vite quand le défi est à la hauteur. Installez-vous confortablement et ouvrez grand vos oreilles. Vous allez être transporté dans un univers où le courage, le partage et l'humilité se mêlent pour viser la réussite, là où peu de gens ont osé s'aventurer. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Messieurs, bonjour. Salut Hugo. Salut Hugo. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Mais ça va super, merci beaucoup d'être venu chez moi pour enregistrer cet épisode exceptionnel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et d'où vous venez ? Commençons par toi, Julien. Alors, Julien Barbet, je viens de Franay, c'est un petit village dans la Broye fribourgeoise. C'est là que j'ai grandi et depuis maintenant 5 ans, 6 ans, j'ai construit une villa à Châtillon, également dans la Broye fribourgeoise. J'ai bientôt 39 ans, fin mai. Je suis menuisier de métier, puis j'ai fait quelques études en économie d'entreprise et je travaille pour l'association suisse des fenêtres et façades, donc toute ma carrière dans le monde de la fenêtre. Magnifique, je ne savais pas qu'il y avait un domaine spécifique pour la fenêtre. D'ailleurs, quand on préparait cet épisode, ça m'a donné l'occasion de voir qu'il y a des associations pour beaucoup de métiers qui sont en lien avec le bâtiment. C'est ce que je dis souvent, je vulgarise aux gens qui me posent la question, c'est l'Union suisse des paysans version fenêtre. Ouais, bon. Comme ça tout le monde a effectivement l'image. Bienvenue, Christophe. Ouais, salut Hugo, salut tout le monde. Christophe André, j'ai 37 ans. Je suis originaire de la Glane, fribourgeoise. Sportif amateur, j'aime bien m'amuser dans différentes disciplines. Et quoi dire d'autre, je suis représentant dans le domaine de l'éclairage. Je fais surtout des terrains de sport, ce genre de choses. Le jour où j'ai prévu de rénover ma baraque, je sais qui c'est que je vais appeler. Bienvenue messieurs, bienvenue. Himalayan X3, c'est quoi Julien ? Donc l'Himalayan X3, c'est un triathlon de la Ligue X3 World Tour. En gros, pour faire simple, tout le monde connaît la marque Ironman, de par sa notoriété. Donc c'est des formats de 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. Donc ça c'est pour la marque Ironman. C'est ce qu'on appelle la full distance. Et cette ligue X3 World Tour, où on a 13 courses dans le monde entier, se base sur cette distance, sauf qu'on est dans des conditions de montagne, ou d'eau froide, ou de nuit, ou de météo dégueulasse, ou des méduses, voilà. Il y a toujours quelque chose qui fait que l'histoire se complique. Cette année, donc, la course aura lieu le samedi 10 mai 2025. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette compétition ? Alors, moi je fais du triathlon depuis 2013.
interrompu les compétitions quelques années, mais j'ai toujours fait les 3 disciplines. Et rapidement, dès le commencement, j'ai fait de la longue distance. Et bien sûr, plutôt sur des formats classiques, Ironman comme ça. Et maintenant, depuis, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, 5 ou 6 ans ou 5 ans, plutôt ce qu'on appelle du triathlon de l'extrême. Donc, ce genre de format, mais avec du dénivelé, avec voilà, des météos, des contextes intéressants. Et pour moi, il y avait une suite logique où j'avais une petite collection de courses qui s'ajoutaient les unes aux autres. Et bien évidemment, c'est pour moi, je dirais, l'objectif de carrière, cette course en Himalaya. Pour une raison, c'est que sportivement, c'est un véritable challenge où être finisher de cette course est atteint par environ 10% des athlètes. Mais c'est aussi, bien sûr, un voyage, puisque l'Himalaya, en venant d'un pays comme la Suisse, où on a la montagne, on a la nature, c'est quelque chose qui m'inspire. Voilà. Au-delà des décors qu'on a aussi, qui sont aussi fantastiques chez nous, comme tu l'as très justement dit, qu'est-ce qui te pousse à avoir envie de te dépasser autant dans des conditions extrêmes à ce point-là? Alors, je me suis posé la même question en me préparant à cette soirée de podcast. Et je me suis dit, mais est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui cherche à compenser quelque chose, comme je pense beaucoup d'athlètes qui font des choses extrêmes. Et puis, je suis remonté le temps, je me suis dit, voilà, dans ma vie, j'ai rencontré bien sûr des hauts et des bas. Pour citer peut-être 2 exemples, moi j'ai traversé une petite tumeur à la tête entre 2015 et 2018. Je me suis dit, mais est-ce que ça découle de ça, de vouloir prouver à moi-même ou prouver aux autres que je suis capable de faire des trucs super durs et tout? Mais je pense pas, parce qu'avant je le faisais déjà. Alors je fais remonter encore le temps, je me suis dit, ouais, alors attends, qu'est-ce que j'ai vécu? Oui, j'ai vécu un divorce en 2012. Est-ce que ça vient de là, de compenser peut-être de la solitude ou de la frustration, ou j'en sais rien. Et finalement, je suis remonté jusqu'à mon enfance, où je me rappelle être gamin dans mon village de Franay, où j'étais fils de paysan, on n'avait rien en village, donc dès que mes parents me disaient « Ah, va chercher la tribune, va chercher le pain », il fallait tout de suite faire des distances, oui, pour un gamin énorme, mais pour toi, tu vas tous les soirs courir ça, mais on parle de vite faire peut-être 4 kills aller, 4 kills retour, avec 200-300 mètres de dénivelé, pour aller chercher un bout de pain. Puis du coup, je me suis rendu compte que, étant enfant, en fait, par la force des choses, j'ai fait des sports d'endurance, que ce soit en courant ou à vélo. Donc, moi, je m'imagine que cette habitude de faire des activités endurantes vient d'ici. Mon cher Christophe, on s'était déjà vu l'année dernière, donc en novembre 2024, pour enregistrer un épisode de podcast de Coureur du Dimanche avec tes acolytes de la Pink Sox Street Team. Pink Sox, oui. Comment se porte l'équipe? Mais l'équipe se porte à merveille. On est toujours autant motivés, on aime toujours autant s'amuser. On a tous un peu nos défis cette année. Grégoire a des défis plutôt, je dirais, d'ordre professionnel cette année. Oui. Moi aussi. Disons, pour résumer, je pense que c'est une année de transition pour nous trois. Grégoire et moi, essentiellement sportive. Damien a aussi d'autres enjeux. Mais toute l'équipe se porte très bien. On est toujours autant aventuriers et puis autant amoureux du sport. Ce qui est magnifique, c'est que vous faites des émules, parce que je vois régulièrement des gens qui postent des photos sur les réseaux sociaux lors de courses, à l'occasion de courses, et puis ils vous taguent. Donc vous avez créé un petit phénomène quand même. Donc qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que d'un délire parti à plusieurs copains, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui mordent et puis qui se disent ils rentrent dans le sport comme ça? Ça nous fait plaisir que ce mouvement amuse les gens, intéresse les gens, et que on puisse dans une certaine mesure les inspirer. Ouais. On a parlé d'un peu de vos parcours. Alors Christophe, on a eu l'occasion de faire ta connaissance dans le cadre de cet épisode de Coureur du Dimanche, que je vous invite toutes et tous à aller écouter si ce n'est pas encore le cas. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment est-ce que vous vous connaissez? D'où est-ce que vous vous connaissez? C'était quoi la première rencontre? Comment ça s'est passé, Julien? Alors, la première rencontre, elle était bien drôle, parce que c'était dans le cadre du défi de David Girardet,
où il m'avait choisi pour l'accompagner de Belfaux à Cassis, au sud de la France, pour rejoindre ces 2 points en 24 heures en vélo. Et David avait organisé un staff logistique, ravitaillement, qui nous suivait en voiture. Et c'était donc Christophe et Grégoire des Pink Sox. Et ce qui s'est passé, c'est que Christophe n'avait pas pu être là à l'heure du départ pour des raisons professionnelles, coincé au boulot. Donc du coup, il nous avait rejoints à Étoile, sauf erreur. Hein. Donc moi, j'ai vu Christophe la première fois en passant à 40 à l'heure, ou je sais pas, très vite. Il était au bord de la route et il criait « Allez les gars, allez, allez !» Voilà l'image que j'ai eue de lui pendant environ 3 heures jusqu'à ce qu'on puisse se toucher la main à quelque part au milieu de la France. Une grande amitié était née. Oui, apparemment, ouais. Et d'ailleurs, on a enregistré un épisode avec David pour présenter ce défi que vous avez réussi à relever avec brio. Bravo encore. Hein. C'était il y a 2 ans quand même. Oui, voilà, il y a 2 ans. Donc tu restes quand même quelqu'un qui aime bien vivre les aventures un peu extrêmes, être un peu dur au mal. Donc cette expérience de l'Himalayan X3, ça va vraiment être alors peut-être l'apogée. Est-ce que c'est le défi le plus difficile auquel tu vas prendre part de mémoire, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui, alors mais comme on parlait déjà en présentation, j'en suis pas à mon coup d'essai. La longue distance, c'est ma marque de fabrique depuis, on peut dire, une dizaine d'années. Il y a eu des défis extrêmes pour plusieurs raisons, que ce soit en distance ou en contenu. Mais pour moi, j'imagine que l'Himalayan X3, c'est effectivement l'objectif de carrière. Je le vois comme ça. C'est la course où j'ai le moins de chances d'être finisher, statistiquement. C'est aussi une course où je pars pas étant avantagé, puisque je suis pas gros, mais je suis quand même un beau bébé pour un triathlète. Je fais 1m89, plus de poids de forme à 81 kg, mais en principe vers 85 kg. Actuellement, je suis à 81, 81,5. Mais ça reste des poids qui sont très lourds pour être des athlètes de montagne. Particulièrement en vélo, où il faut faire une grande avance. Donc voilà, moi je le vois vraiment comme un défi ultime par rapport à mon gabarit et par rapport aux statistiques des finishers. Quand tu entends Julien parler de ce défi-là, Christophe, t'imagines qui sera comment ton rôle de Sherpa dans cette aventure? Alors, mon rôle de Sherpa dans cette aventure, bon, comme l'a dit Julien, c'est pas son premier rodéo. Il sait à peu près à quoi s'attendre. Mais il est évident que ce sera l'épreuve la plus dure, la plus éprouvante de sa carrière. Et au niveau logistique et mental, par exemple, toi déjà, en tant qu'accompagnateur, est-ce que tu t'es dit, tiens, il faut que je travaille quelque chose de spécifique aussi pour pouvoir l'accompagner dans les moments difficiles? Ouais, alors il y a beaucoup de choses dans mon travail d'accompagnateur. Ça fait un moment que Julien et moi, on en parle souvent, qu'on s'entraîne ensemble, qu'il me partage vraiment tous les points auxquels on devra faire attention pendant cette épreuve, des détails auxquels il tient, spécialement l'organisation dans la voiture, qu'on lui mette à disposition tout ce dont il a besoin, et puis surtout qu'on l'écoute, qu'on réponde, qu'on interagisse avec lui. Donc il y a tout cet aspect logistique qui va être évident. Et puis il y aura encore toute la course à pied, donc la 3e discipline que je vais faire avec lui. Et là, il faudra aussi que je sois prêt physiquement. Il faudra que je sois fort quand pour lui ça deviendra dur. Il est évident que ça va devenir très dur. Donc là, il faudra que je sois une épaule sur laquelle il puisse se reposer au cas où il en aurait besoin. Pour ça, on a prévu une petite corde. Effectivement, avec Christophe, t'as pas le type qui court le plus lentement, donc s'il a que, entre guillemets, la course à pied, ça devrait pas trop mal aller. Il y a combien de dénivelé sur le parcours pour la course à pied? Donc 3002 de plus et 3008 de moins pour une distance de 45 km. Wow. C'est quand même pas rien, quoi. Effectivement, donc tu dois quand même avoir... Enfin, c'est une vraie préparation. Alors, t'auras beau être plus frais que lui lors de ces disciplines-là, mais ça représente quand même plus de 70 km effort. Donc,
si tu avais des objectifs en termes de course à pied en ce début de saison, tu as dû les mettre de côté pour te préparer pour cette discipline, clairement, spécifiquement. Les 2-3 derniers mois de mon entraînement étaient surtout orientés pour la préparation de cet effort-là. C'est quand même, c'est comme un long trail. Hein. Et puis, comment je vais le formuler? Si je n'avais que cette épreuve-là à courir avec Julien, aucune chance que je le suive, on est d'accord. J'ai entre guillemets la chance qu'il aura la pré-fatigue de 680 km de vélo. Mais ouais, simplement de l'accompagner sur cette épreuve à pied, c'est déjà c'est une grosse épreuve en soi, quoi. Tu as parlé de la partie, quelles sont les attentes de Julien. Toi, quelles sont tes attentes en tant qu'accompagnateur? Tu avais fait Belfaux-Cassis, donc c'est la deuxième fois que tu vas dans un autre contexte, mais qu'est-ce que tu t'es dit que tu allais faire de différent dans ce contexte-là par rapport à la première fois, par exemple? Bon, comme je pense l'avoir déjà dit lors de notre premier podcast, moi j'aime bien accompagner les gens, soit sur des épreuves sportives, soit en tant que lièvre, pour que des gens puissent soit atteindre un chrono, soit un objectif personnel. Là, c'est vraiment l'aventure qui m'a attiré. Il y a une chose qui m'avait frappé lors de ce fameux défi Belfaux-Cassis, c'est que j'ai vu l'animal qui était Julien sur ce vélo. Après 21 heures à pédaler pour faire cette distance de fou de plus de 600 km, là j'ai vraiment vu un animal, et puis c'est par jeu et par curiosité aussi que je me réjouis de l'accompagner et puis de voir cet athlète sur une telle épreuve, quoi. Il y aura toi qui l'accompagnera, mais il y aura également René, ton voisin. Donc c'est toute une team qui va t'accompagner pendant ce défi-là. Comment est-ce que vous êtes organisé au niveau logistique? Je pense bêtement aux vacances. Donc vous allez être absent pendant un certain temps. Au niveau du boulot, comment ça s'est goupillé? Alors, pour René, c'était pas difficile. Il est jeune retraité. Donc, demander à son employeur, c'était pas très compliqué. Effectivement. Pour moi, j'ai annoncé aussi au travail, il y a gentiment 2 ans, que j'allais faire ça. Donc, on parle de 3 semaines d'absence. Alors, mon patron, étonnamment, m'a dit ouais, pas de problème, t'inscris tes jours que tu es pas là et c'est ok. Donc, il est vraiment cool pour ça. Puis Christophe, je te laisse répondre pour toi. Moi, je me suis pas tellement posé de questions. Je me souviens très bien de cette scène. J'étais en voiture avec 2 amis, de retour d'un triathlon. Julien m'appelle et bon, c'est bon, on y va cette année. Je lui dis ouais, ok, moteur. Effectivement. Le lendemain, je posais mes vacances et puis voilà. On accepte et puis on règle les détails après. Bon, l'avantage, c'est que c'est pas pendant les vacances scolaires, donc vous n'avez pas trop besoin de jouer des coudes avec les collègues qui ont des enfants dont ils ont la charge, clairement. On se plonge maintenant dans le cœur de l'Himalayan X3, les attentes et puis la stratégie. Donc il y a 3 épreuves, la natation, 3,8 km, dans le lac Pokhara, dès 4h du matin. Le vélo, 165 km avec 3900 mètres de dénivelé positif et parfois des routes inexistantes. Et ensuite, la fameuse course à pied, donc 45 km jusqu'à 4000 mètres de dénivelé positif et un cut-off sévère au 21e kilomètre. Donc la stratégie pour la coordination en amont, comment est-ce que vous avez prévu que ça se passe? On a prévu que ça se passe bien. Ouais. Non, ce que j'ai fait, c'est que, comme j'ai dit, je ne suis pas à mon coup d'essai. J'ai déjà beaucoup de courses à mon actif de ce gabarit où j'étais souvent à l'aise avec les cut-offs. C'était jamais pour moi une inquiétude de me dire ouais, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je ne vais pas y arriver. La fois où j'étais le plus inquiet par le passé, c'était au Keltman en Écosse. Puis finalement, j'ai mis pratiquement 2 heures au cut-off à la fin du vélo. Donc, j'arrive à créer de la marge. Mais là, quand je vois qu'il n'y a que 10% de finishers, donc on parle pour 2024 de 4 finishers pour 27 athlètes, 2023 5 finishers pour 33 athlètes, on est dans du lourd, quoi. Et quand je suis les athlètes sur Instagram ou sur Strava qui ont réussi à finir, c'est vraiment des gabarits taillés pour l'événement. Des petits chamois. Donc moi, je ne fais pas partie de ces calibres physiques-là. Alors j'ai dû
mettre en place toute une stratégie. Et la première stratégie que j'ai mis en place, c'était finalement de faire une analyse des chronos de chaque discipline. Alors bon, si je décortique la présentation que tu viens de faire des 3 disciplines en relation avec cette analyse, je constate pour la natation, comme tu l'as dit, la natation, le départ à 4 heures du matin, donc intégralement de nuit. C'est un aller-retour dans le lac de Pokhara. Apparemment, la température de l'eau, elle n'est pas forcément extrême. On parle de température normale qu'on pourrait rencontrer dans le lac de Neuchâtel en début juin. Donc, combi, et puis go, on y va. Mais par contre, ce que j'ai constaté, c'est que la moyenne de pace des finishers donne un résultat de 51 minutes pour les 3,8 km. Pour se faire une idée, moi je viens pas de la natation, hein. J'ai appris à nager très tard, adulte déjà, mais si je me compare aux athlètes de mon club, je fais partie un peu de ceux qui poussent fort, pour se faire une idée du niveau que j'ai. Et moi, mon record sur la distance 3,8 km en eau libre, c'est 1 heure et 5 minutes. Donc là, je me fais déjà mettre 14 minutes dans une discipline où la taille ou le poids de l'athlète ne compte pas. De nouveau, c'est la moyenne des finishers. Donc on a des gars qui ont fait 46 minutes, je ne sais plus dans le tableau, et les pires des finishers sortent dans les 58 minutes, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai déjà un petit souci. Mais bon, qu'est-ce que c'est quart d'heure sur une course qui se gagne en 17 heures et quelques? J'estime que je peux les diluer. Et après, pour chaque temps de passage dans les endroits où ils sont mesurés, donc sur l'application de tracing, il y aura des endroits, je ne peux plus répéter les noms, hein, évidemment, je ne parle pas encore népali suffisamment couramment, mais bref, et là j'ai relevé les temps de passage de tous les finishers et j'ai fait une moyenne. Donc avec Excel, c'est très facile, j'ai rentré toutes ces données dans un tableau, et l'heure moyenne du finisher a pu être déterminée par Excel, et ça en fait, cette heure moyenne, c'est non seulement une information, mais c'est mon objectif. Et puis l'idée, c'est que moi, je me note à quelque part, il faut que je trouve encore comment, sur mon bras, ou sur mon vélo, ou sur un papier, ou n'importe, ces temps de passage, avec la moyenne qui est l'objectif, et avec le worst case, ça veut dire le plus mauvais des finishers à ce moment-là de la course. Et ça pour toutes les étapes. Donc ça, c'est le but à atteindre, et le but worst case. Puis du coup, à la fin, on se rend compte qu'on a une victoire qui se joue dans des 17 heures et quelques. Si je reprends l'exemple d'un Ironman, qui est l'équivalent mais en version plate, ou en version populaire, on peut dire, on a des victoires dans les 7 heures et quelques pour les hommes et 8 heures et quelques pour les femmes. Donc on fait x2. C'est ce que ça représente en termes d'effort, c'est donc un double Ironman, si on veut bien, pour que tout le monde puisse se rendre compte. Donc vers 5h05, dans le meilleur des cas, le matin, ou 5h20, dans le pire des cas, le matin, ce sera le départ de ma partie vélo, qui se fera de nuit avec les phares, pour la première heure, j'imagine. Là, Christophe et René vont pouvoir me rejoindre assez rapidement, puisqu'on commence joliment par un col, dès la sortie de la ville. On a 3 cols à faire, qui sont l'équivalent des grands cols des Alpes suisses qu'on connaît bien, les Fourcas, les Gothard, pour s'imaginer les altitudes ou les dénivelés. On a des routes qui sont prévues assez techniques, c'est-à-dire que il y a des pourcentages qui sont par endroits jusqu'à 20%, voire même sur des très courts segments un peu plus, ce qui veut dire que quand on va avoir des montées, ce sera dur, mais quand on aura des descentes, ça va prendre des vitesses folles très rapidement. Donc les descentes vont demander d'avoir une grande lucidité, et puis une grande technique. Surtout que, faut s'imaginer, au Népal, les routes, c'est pas comme en Suisse où on va avoir la balayeuse 2 fois par semaine. On a là des routes où tout d'un coup, il y a des segments inexistants sur plusieurs centaines de mètres, parce que il y a la mousson, il y a des segments de torrents qui traversent des routes, donc il y a de la casse dans ces pays. Alors moi j'ai prévu de monter mon vélo en pneus de 30 mm avec un petit profil. Donc on n'est pas sur un vélo gravel, mais on est quand même sur un vélo de route qui est monté pour pouvoir passer dans des endroits limites.
Et puis, moi, ce qui m'a inquiété depuis maintenant quelques mois, depuis le début de la jolie saison, où je peux me permettre de rouler en extérieur, eh ben, c'est ces descentes et la technicité. Et je me suis inspiré de quelques athlètes bien connus du circuit du cyclisme, comme des Van der Poel ou des Pidcock, qui sont des bons techniciens qui viennent du mountain bike ou du cyclocross. Et eux, ils ont des positions en descente plutôt sur l'arrière du vélo, où ils peuvent avoir plus de puissance avec le frein arrière. Alors eux, ils l'utilisent pour freiner au dernier moment. Moi, je vais l'utiliser plutôt pour ma sécurité. Et puis après, dans les courbes, ils ont tendance aussi à déplacer leur centre de gravité sur le milieu du vélo lorsqu'ils sont penchés. Ça veut dire, il faut s'imaginer, le vélo est penché et vous déplacez votre corps plus sur le vélo que dans son prolongement. Et ça, c'est pour avoir une accroche sur le pneu qui est meilleure pour pouvoir passer les courbes plus vite. Mais bien sûr, moi, mon but, c'est pas de passer les courbes plus vite, c'est pouvoir éviter que s'il y a un gravillon ou je sais pas quoi, une surprise, et ben, c'est de glisser. Et ça va me permettre de pouvoir faire ce segment vélo, on l'espère, sans casse et en sécurité. Donc voilà, 165 kg, comme je disais en préambule, avec ces 3900 mètres environ de dénivelé positif et joliment équivalent en négatif. Et puis en haut du troisième col, où là je vais retrouver Christophe, on va commencer le segment de course à pied. Et donc là, il faut se représenter, donc c'est un segment qui a la forme un peu d'une tour Eiffel sur le plan. Donc on part de la gauche, on fait une monstre montée de 3200 mètres de dénivelé positif pour atteindre 4000 mètres d'altitude. Et après on redescend sur ce même segment sur pratiquement les trois quarts, sur 3800 mètres de dénivelé négatif, pour redescendre sur une courbe qui part vers la droite, qui finit dans le village de Louang. Et là, Christophe doit faire soit l'intégralité du segment avec moi, soit rien du tout. C'est la seule course de la Ligue X3 World Tour où le supporter n'est pas obligatoire. Parce qu'on parle là d'un trail qui fait, le gagnant de l'année passée, je crois, il a fait 9h40 ou 9h30 et quelques, rien que pour cette partie. Donc c'est du lourd. Moi, je ne peux pas me permettre d'aller avec un athlète qui est juste un coureur qui court bien. Là, il faut vraiment un chamois qui m'accompagne. Puis, quelque chose que je n'ai pas dit et puis qui est finalement décisif dans cette course, c'est vraiment la course dans la course. C'est ce fameux cut-off qui est aux environs du 21e kilomètre de la montée, où on doit être à 17h45. Si on ne passe pas à 17h45 au hike camp, comme ils appellent cet endroit, 3500 mètres d'altitude, là, ils nous arrêtent et nous renvoient en arrière. C'est clair, au bout d'un moment, il y a des questions de sécurité, ou alors il y a des questions où le dernier cut-off de la course, c'est 26 heures de course. Si des types passaient ce point-là à hypothèse 22 heures le soir ou minuit, c'est des gens qui n'arriveraient jamais. Les bénévoles, ils ont aussi, je pense, envie un jour de rentrer chez eux. Mais bref, ça, c'est donc l'objectif majeur, c'est 17h45, hike camp 3500 mètres. Je dirais, si on passe cet endroit à cette heure-là, je dirais, il y aura la première petite émotion. J'imagine déjà qu'on va fêter ça à ce moment-là parce qu'on sera virtuellement finisher, sauf blessure. Après, on peut baisser la cadence et finir comme on veut. La marge sera là. Par contre, ce que j'ai vécu moi dans des courses dans le passé, c'est que je me rends sur la ligne de départ avec un objectif primaire qui est, à hypothèse, finir. Puis tout d'un coup, je vois que ça se passe bien. Je l'ai vécu une fois où sur 250 athlètes, je me retrouve en 40e position de la natation. Je me sens pousser des ailes. Je fais un vélo d'anthologie. Je mange des types à mesure. Ils me coûtent tous très cher. Et puis je finis le vélo, je suis 19e, je suis 20e. Et puis là, je me dis, waouh, je peux faire un top 15. Donc tout d'un coup, l'objectif primaire, il est devancé par un nouvel objectif. Et puis voilà, moi je m'en fixe pas pour l'Himalaya, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. On parle d'une course où il y aura une trentaine d'athlètes. On parle d'une course où il y a 4 finishers, 5 finishers par année. Peut-être une grande année, 8 finishers. Ça veut dire que tout peut arriver. C'est une course, on peut être dernier comme on peut être sur la boîte.
Donc là, avec Christophe, on va devoir peut-être à un certain moment se dire, ok, on est au 21e kill, mais il faut maintenant qu'on continue à pousser fort. Ou alors on va se dire, cool Raoul, on monte, on se fait plaisir au sommet, on mange une assiette de spagousse au camp, et puis on redescend au village, gentiment. Comment est-ce que tu as prévu justement de gérer ça, Christophe? Parce que en dehors de René, qui sera peut-être plus la partie logistique, j'imagine, les mains logistiques, toi, tu as clairement un rôle de pacer, un rôle décisif dans cette partie. Alors, on va l'appeler un trail, parce que quand on voit les kilométrages et puis le dénivelé, si tu sens que justement il a envie de plus, est-ce que tu es là, comme ça, assis aujourd'hui, le 15 avril, tu te dis, bah, s'il veut plus, je vais lui en donner plus, ou est-ce que tu vas être plutôt, est-ce que tu es certain de ce que tu as envie, est-ce que tu vas pas le regretter plus tard? Bah, disons que pour moi, c'est assez simple, en fait. C'est Julien qui dirige. C'est sa course. C'est lui qui, à chaque moment, me dira ce dont il a besoin, ce qu'il veut. Moi, je l'accompagne jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Donc, s'il veut pousser, on poussera. J'aurai le sourire. S'il veut un petit peu chiller, on chillera. Mais quoi qu'il arrive, c'est lui qui décidera, c'est sa course. Ça, c'est vachement important parce que effectivement, on n'anticipe pas tous les scénarios. Et j'ai bien compris dans tes propos, Julien, que il y a eu quand même un certain travail pour te dire, justement, modérer un peu, tempérer tes ardeurs, te dire, il y en a que 4 qui terminent par année, etc. Ça va être plus difficile que ce que tu n'as jamais connu. Donc j'imagine que la partie préparation à l'échec a dû être quand même relativement importante. Alors je sais pas si on peut parler de préparation à l'échec, mais forcément, faut pas y aller par 4 chemins. Tu as quand même envisagé le fait que tu n'arriverais pas à aller au bout. Oui, et c'est d'ailleurs la première chose que j'ai fait. En fait, toute l'année passée, depuis ma dernière grosse course qui était en juin, où là j'ai vécu un peu une forme d'échec justement, où j'ai eu un objectif pendant la course qui est né, puisque c'est l'exemple que je prenais avant, hein, où je me retrouvais avec un objectif nouveau de faire un top 15, et finalement je fais 59e en passant presque par la 100e place. Et j'ai vécu cet échec finalement avec des hauts et des bas. Il y a eu des moments de grande frustration, un peu de colère envers moi-même parce que j'ai pas mis le cadre favorable avec le team que j'avais en Écosse pour pouvoir mener à bien la mission qu'on avait à 3 avec les 2 qui m'accompagnaient. Mais j'étais un peu fâché contre eux, puis finalement je me suis rendu compte que j'étais surtout fâché contre moi-même parce que j'ai fait moi des erreurs dans la planification. Et je pense toujours à cet exemple où quand on voit, je sais pas, tu as un match de football où tu as un gardien qui prend 3 goals, et bien sûr le journaliste il se fait un plaisir de l'interviewer 5 minutes après le coup de sifflet final, et puis tu as le gardien qui est là, puis qui arrive à être lucide, et puis à être humble, et puis à se dire voilà, les attaquants étaient meilleurs que moi aujourd'hui, on a tout donné, mes défenseurs ils se sont fait percer, mais parce que finalement ces gens avaient une tactique supérieure à la nôtre, etc. Donc moi j'admire en fait ces athlètes qui peuvent, quelques minutes après un échec, avoir cette lucidité et puis ce recul. Alors tu me diras, c'est des pros, ils ont des préparateurs physiques, psychologiques et tout le tout team. Nous on n'a pas ça, mais moi j'ai vécu ces émotions et ces frustrations pleinement, puis je me suis dit je veux plus jamais, et rien que pour moi-même, je veux plus jamais revivre ça. Alors ce que j'ai mis en place, c'est que je me suis dit, maintenant, ok, je remonte le temps, donc je pars du 10 mai 2025, voilà ma course, elle est agendée. Combien de temps il me faut de préparation? Donc j'ai visé sur un chiffre cool, un Schnapszahl de 222 jours, et puis je me suis dit, ma préparation, ce sera 223 jours, et ce 223e jour, enfin J-223, c'était un entraînement que j'avais fait en endurance, et toute la course, je me suis focalisé sur l'échec. Je me suis dit, voilà, hypothèse, ça se passe mal, il y a un truc qui loupe, méga frustré, je peux atteindre que 3000 mètres d'altitude, j'en sais rien, il y a une blessure, il y a une casse mécanique, physiquement je suis pas assez fort, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc je me suis mis dans cet état d'esprit de dire, ok, je dois réussir à passer par-dessus ça, je veux revivre ces émotions ressenties lors de l'Écosse et les transformer en choses positives. Je veux me dire à moi-même des choses aussi constructives et positives. Et
Puis après, après cet entraînement J-223, est arrivé le J-222 et ça a commencé les pensées positives. Et je me suis dit, ben voilà, maintenant jusqu'à l'objectif, je construis ma préparation dans un mindset qui est le positivisme et puis orienté objectif, constructif et surtout tirer un monstre plaisir de cette partie de préparation. Parce que finalement, je me dis voilà, 222 jours de préparation, c'est quasi une année, c'est 7-8 mois comme ça. On vit 80 ans, 84 ans, espérance de vie, on parle quand même d'une grosse partie de la vie pour se préparer pour cette course. 90% de cette course, c'est de la préparation. Et moi, je me dis toujours, mais si je ne profite pas de ces 99% de ce volume, mais quand c'est que je vais profiter? C'est le jour J qui va mal se passer. Je veux pas ça. Donc moi, j'ai vraiment misé sur cette course pour aussi grandir personnellement et puis accomplir aussi finalement ma carrière sportive en me disant, voilà, j'ai compris beaucoup de choses à travers le sport. J'ai réussi finalement à acquérir des compétences qui ne sont pas seulement de pouvoir descendre des secondes sur un pace ou faire le malin parce que j'ai fait une performance. Non, je peux aussi aujourd'hui accompagner peut-être des plus jeunes dans le club qui voudront se fixer leur propre but et puis arriver à quelque chose d'une plus grande dimension que juste le sport. Donc voilà comment j'envisage l'échec et la réussite et toute cette relation complexe. Si on prend un peu plus de recul au niveau suisse, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un en Suisse qui a terminé cette course? Non, alors c'est une course, pour la petite histoire, c'est une course qui a 4 ans, qui a entre 27 et 40 et quelques athlètes par année. Il y a eu 1 ou 2 Suisses qui ont essayé, malheureusement ils n'ont pas été finishers. Il y a eu quelques Français aussi qui ont essayé. L'année passée, il y en avait un qui était très proche de réussir. Il avait d'ailleurs fait un vélo exceptionnel. Il avait fait 2e du segment vélo. Et au trail, voilà, ça s'est mal passé. Il avait une blessure. Et malheureusement pour lui, il n'a pas pu atteindre plus que le hike camp à 3500 mètres. Également aussi, aucune femme qui ont terminé. 2 femmes ou 3 par année à peu près qui essayent. Donc voilà, on est dans ces proportions-là où c'est des athlètes qui sont vraiment triés sur le volet et qui s'investissent comme des professionnels ou qui sont professionnels, pour finir. Il y a Julien qui a parlé de l'après-course, justement d'éventuellement servir un peu de mentor aux jeunes du club. Toi, c'est quelque chose que tu fais déjà indirectement parce que tu accompagnes des amis. D'ailleurs, un jour, il faudra que tu m'accompagnes pour faire un immense défi, autre que celui depuis chez moi jusqu'à la Béra. On se fera un peu plus mal quand même. Mais je pressens quand même qu'il y a quand même une forte volonté, une envie chez toi d'aider les autres. Alors, tu pourrais, avec le talent que tu as, te permettre de dire que dalle, je la joue perso, je vais viser le chrono. Et pourtant, à chaque fois que je te parle, tu es plutôt en train de me dire ouais, j'ai accompagné un tel là, j'ai accompagné une telle là. Ça tient à quoi? Ça ramène à la question centrale qui est pourquoi on fait tout ça, pourquoi on aime le sport. Moi, perso, ce que j'aime, c'est avant tout le partage. Moi, mes chronos, ok, ils ont peut-être une signification pour moi, mais c'est surtout le partage, c'est d'aller les chercher avec des copains. Se déplacer sur des courses avec des copains, c'est vraiment le truc central, c'est le partage et puis vivre des trucs ensemble, faire des bons souvenirs. C'est clair, la préparation pour cette épreuve avec Julien, c'était juste génial. Des mois d'entraînement, on a pu se faire plaisir, week-end après week-end. Mais pour rejoindre ce que Christophe dit, il y a 2 façons de s'entraîner. Il y a le monstre tour du lac en vélo avec un but de faire, 38 à l'heure de moyenne, j'en sais rien. Puis tu arrives à la fin, puis tu dis waouh, on a bien roulé, salut, à la prochaine. Puis il y a l'autre variante, c'est se faire le même tour du lac, mais au milieu, on se mange une tarte, on se boit un café, un petit cappuccino avec n'importe quoi, on passe un moment cool, on se pose au soleil, puis après on reprend. Et puis ça, moi je vois avec les copains du club, ou avec Christophe, ou avec ceux qui ont cette dimension, je partage beaucoup plus de plaisir qu'avec
certains athlètes que j'apprécie aussi, hein, on en connaît tous, mais pour qui ça ne convient pas, ce modèle-là. Puis je reviens à ce que je disais avant, 90% de notre temps, on le passe à l'entraînement. On le passe en fait avec les opportunités de partager avec les autres des trucs trop cool. Et pourquoi pas aussi intégrer les jeunes. Je vois dans le club du Tri-Club Estabrois, je discute souvent avec notre présidente qui a aussi un petit peu cette même vision-là. Elle aimerait unir les adultes et les jeunes. C'est pas si facile parce que les jeunes se méfient des adultes. Ouais, ils sont grands, ils sont vieux, ils sont pas intéressants, mais ils sont peut-être plus forts ici. Puis après, nous, on se méfie des jeunes parce qu'on se dit, voilà, si on va nager avec eux, ils vont nous mettre une mine. Ils sont tellement bons nageurs, on est dégoûté direct. Ou alors, voilà, vice-versa. Mais je pense qu'il y a un trait d'union à faire entre ces deux générations et de les accompagner, non seulement pour leur donner cette vision sur ce qu'on voit sur Insta, c'est-à-dire les perfs, les podiums, les gros trucs, mais finalement, la dimension du sport, elle est bien ailleurs. On a le partage, on a la création de l'amitié, on a le développement personnel dans le sport. Enfin, on a tous des petites histoires avec ça. À toi, Hugo, je pense, tu as des enfants, tu te réjouis du jour où tu pourras aller te faire un 15 km de course à pied puis ils te suivent en vélo. T'as pas idée. Ou n'importe quoi. Ou tu traverses un lac avec Christophe en nageant et puis tu as nos copines qui sont sur le paddle en train de nous suivre et puis l'autre bout, elles sont là, sorties le pique-nique. Enfin, moi, c'est pour ça que je pars à l'entraînement. S'il y a cette dimension, c'est le rêve, quoi. Vous vous apprêtez à vivre une aventure qui est hors du commun et qui s'annonce en tout cas merveilleuse. Vous étiez fait en fait pour vous rencontrer. Je me réjouis d'écouter le débrief et puis de toute façon on va communiquer avant encore que vous partiez. Donc vous allez partir quand ? Donc on va partir le 30 avril et on va revenir le 17 mai. La course est le 10 mai. Quand on arrive au Népal, on est pris en charge pour 11 jours dans le cadre du full package de l'organisateur de la course, où là, d'abord, bien sûr, on va prendre nos quartiers, on va faire connaissance avec tout le staff et tous les concurrents, mais aussi après, on va partir s'acclimater. Donc, on va être 3 ou 4 jours sur le segment de la course à pied. On va pouvoir le découvrir dans l'intégralité, et puis dans les différents camps intermédiaires et high camp, view camp, etc. On va pouvoir dormir, manger, et puis du coup respirer, quoi. Effectivement, sentir un peu cette atmosphère. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de cette aventure, Christophe ? Un bon souvenir. Et toi, Julien ? La même chose. Si tu es abonné à moi sur Insta ou sur différents réseaux sociaux, j'ai toujours plaisir à mettre, depuis maintenant bien des années, que je suis un fabricant de souvenirs pour la vie. Et je le faisais avec ma grand-maman, je le fais en fait aussi avec mes copains et dans beaucoup de mes activités. Puis finalement, ça c'est le plus important, au-delà du résultat. Et ouais, voilà. Je me réjouis de découvrir ce partage de souvenirs dans le cadre de cette aventure. Et puis, vous reviendrez me raconter comment ça s'est passé. Yes. Avec plaisir. Merci beaucoup les gars, très belle aventure. Merci, à bientôt. Hugo. Merci Hugo. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.